Vous écoutez Le Sens des mots, un podcast des éditions de l'ENS de Lyon pour entendre la voix de nos auteurs, dépasser vos idées reçues sur la recherche et décrypter le monde qui nous entoure. Et la Palme d'Or cette année. Je me demande si votre mission, en tant que cinéaste, elle n'est pas là, Koreeda, réinsuffler au quotidien, à l'ordinaire, sa force poétique. Creusant dans sa filmographie le terreau fertile des douleurs familiales, Koreeda est une figure majeure du cinéma mondial. Lauréat de la Palme d'Or à Cannes en 2018 avec son film Une affaire de famille, il est souvent décrit comme le cinéaste des liens filiaux. Tel un orfèvre délicat, Koreeda soigne l'épure. Il ne cesse de ciseler les mêmes thèmes dans le Japon d'aujourd'hui et le cadre discret du quotidien. La filiation, les liens intimes, la cellule familiale et ses névroses. Peut-on analyser la filmographie de Koreeda à travers le seul prisme de la famille ? Le cinéma peut-il être moteur de changement social et à quelles conditions ? Comment le cinéma de Koreeda parvient-il à rendre visibles et lisibles des situations de fracture sociale ? Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Yokota pour son livre La grande famille de Koreeda Hirokazu, première monographie en français sur le cinéaste. Elle a choisi de nous en parler en 3 mots, famille, auteur et spectateur. Le premier mot que j'ai choisi est le mot « famille ». Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que des portraits de famille. C'est ce que disait Koreeda en 2015, il y a presque 10 ans. Koreeda Hirokazu, né en 1962 à Tokyo, filme la famille sous toutes ses formes depuis les années 90. La famille, on la retrouve jusque dans le titre de plusieurs de ses films les plus célèbres. Tel père, tel fils, Notre petite sœur ou encore Une affaire de famille, Palme d'Or 2018. Il filme des familles japonaises bien sûr, mais aussi des familles françaises comme dans La vérité en 2019 et des familles sud-coréennes comme dans Les bonnes étoiles en 2022. Réalisateur de documentaires et de fiction, la famille est même là où on ne l'attend pas. Garante de la mémoire de l'un de ses membres dans l'un de ses premiers documentaires, incarnée par une petite fille et son père dans la fable fantastique Erdal, au centre de l'intrigue dans le film de procès The Sun Murder, elle est aussi un enjeu pour les personnages de Hana, film de samouraï. Régie par des règles et des procédures, la famille constitue un groupe social fondamental et une expérience structurante pour ses membres. En tant que telle, la famille est aussi intrinsèquement liée au contexte dans lequel elle existe. L'économie, le droit et l'histoire influencent sur son évolution. Filmer la famille, c'est filmer la société. Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui crée du lien et qu'est-ce qui l'abîme ? Qu'est-ce qui fait ou défait une famille aux yeux de la société ou de ses membres ? Que fait-on quand le lien est brisé, quand il se détériore ? Ces relations, les choisissons-nous ou les subissons-nous ? Un lien peut-il en remplacer un autre ? Le cinéma de Koreeda pose beaucoup de questions, mais donne-t-il des réponses ? Si ces chroniques familiales sont connues pour traiter de la mémoire, du deuil ou encore du mensonge, c'est sa filmographie tout entière qui met en scène la nature potentiellement dysfonctionnelle du lien familial, tout autant que sa capacité à nous guérir et à nous aider à vivre. Souvent décrite comme universelle par la presse, la famille chez Koreeda est aussi souvent perçue comme typiquement japonaise. Comment peut-elle être à la fois spécifiquement japonaise et pas plus japonaise que ça ? Famille recomposée, famille choisie, famille cachée, familles explosées, la parole de ses parents, souvent en souffrance, de ses enfants encore petits ou devenus adultes, de ses grands-parents, de ses frères et sœurs, leur parole est au cœur de son travail. Entre Still Walking en 2008 et Après la tempête en 2016, Koreeda a signé plusieurs longs métrages qu'il relie directement à son histoire personnelle. Sa mère, son père, sa fille. Il présentait alors ses films comme un trait d'union entre sa propre vie et des expériences partagées par ses contemporains au Japon, mais pas seulement. Scénariste, réalisateur, monteur, quelle place tient-il dans cette grande famille ? Notre deuxième mot est auteur. Koreeda écrit aussi des livres. D'ailleurs, enfant, il voulait devenir romancier. Il rassemble la parole des autres dans des recueils d'entretiens et publie des essais agrémentés d'anecdotes personnelles. Il va à la rencontre du public dans les festivals et des étudiants à l'université. Il répond à la presse, écrit ou télévisé. Koreeda est le genre d'auteur que l'on aime car il assume sa place, d'auteur justement.
Il parle de ses films, il parle de son art, il parle même de l'industrie cinématographique et des politiques gouvernementales en matière de culture. Et ils ne sont pas très nombreux à le faire. Son œuvre prolifique se caractérise par un style désormais reconnaissable, récompensé par de nombreux prix au Japon comme à l'international. Celles et ceux qui ont vu ces films vous le diront. Ces familles, elles existent. Et le spectateur et la spectatrice en emportent un petit bout hors de la salle de cinéma. Si l'on en croit l'auteur, on emporterait aussi un petit bout de lui. L'écrivain déchu, qui en veut autant à son père d'être mort que d'avoir vécu dans Après la tempête, ou le fils aîné, mal aimé de Still Walking, peuvent en effet être vus comme des alter-ego du cinéaste. Une hypothèse soutenue par les nombreux commentaires de Koreeda lui-même, notamment sur sa relation avec l'actrice Kiki Killin, figure maternelle qui plane sur toute son œuvre. Que dire de ces personnages de femmes, justement ? Les personnages féminins défaillants, la mère qui abandonne ses enfants dans Nobody Knows, ou la mère complice d'inceste dans The Third Murder par exemple, côtoient des femmes méritantes, comme la veuve prête à tout pour protéger son fils dans l'innocence. Pourquoi écrire et mettre en image de tels personnages ? Koreeda serait-il donc anti-féministe, comme on a pu le lire dans la presse ? Il fait pourtant toujours le choix des femmes et n'a de cesse de mettre en lumière le lourd et complexe réseau de contraintes qui prédéterminent leur position dans les différents groupes sociaux au cœur de nos vies d'aujourd'hui. Que dire des enfants ? Souvent obligés d'endosser des responsabilités que les adultes autour d'eux ne sont pas en mesure d'assumer. Innocents et néanmoins lucides, courageux et curieux, ils constituent des individus à part entière. Il en va de même pour les personnes âgées. Peu représentées au cinéma autrement que de façon stéréotypée, devant la caméra de Koreeda, on est loin des clichés du petit vieux comme ressort comique ou du sage source d'inspiration. Et si l'on s'écarte de la figure surplombante du cinéaste, que reste-t-il des personnages masculins ? Des hommes aux prises avec le pouvoir que leur confère la société patriarcale. Des hommes qui font le choix de ne pas reproduire ce avec quoi ils ont grandi à la maison. Des hommes qui, parfois, refusent de se ranger dans la case que la société leur a réservée. Même s'ils ne rejettent pas en bloc les attributs de la masculinité hégémonique, cette façon consensuelle d'être un homme, situé en un lieu et une époque, leur portrait ouvre vers des formes de masculinité alternatives. Les films de Koreeda ne sont peut-être pas des films militants, mais ils sont la preuve qu'un film peut problématiser et poétiser des réalités sociales. Cela ne pourrait cependant pas se faire sans les spectateurs et les spectatrices. Notre troisième mot est spectateur. Le pouvoir des films de Koreeda réside donc dans la façon dont le cinéaste parvient à mettre en image le regard de populations invisibilisées et ou instrumentalisées par les représentations mainstream, les femmes, les enfants, les personnes âgées, et à incarner d'autres formes de masculinité. Le but de cet ouvrage était de comprendre dans quelle mesure et selon quelle modalité le cinéma peut promouvoir une diversification des représentations et l'introduction de nouveaux modèles. Nous avons pour cela combiné une large analyse textuelle et une analyse filmique de la production audiovisuelle de Koreeda Hirokazu. Les résultats montrent qu'au-delà de la dimension thématique des films, des dispositifs de mise en scène et de filmage permettent d'une part de dépasser le film comme création attitrée et d'autre part d'élargir l'expérience spectatorielle au-delà du processus d'identification classique par la mise en place de subjectivités qui se désolidarisent du regard masculin tel qu'il a été défini par les études de genre, ce qu'on appelle le male gaze ou point de vue regard masculin. Concept élaboré par Laura Mulvey en 1975, elle dénonçait le traitement des personnages féminins au cinéma comme simple objet du regard masculin. Ce regard masculin triple, regard de la caméra, regard du personnage masculin que la caméra incarne et regard du spectateur, objectifie toute forme d'altérité. La difficulté des efforts de déconstruction de cette subjectivité unique s'explique notamment par son caractère normatif, le dispositif étant si courant qu'il est passé dans l'inconscient collectif, et apparaît aujourd'hui comme une donnée naturelle du film. La prééminence de la figure de l'auteur comme clé de compréhension de l'œuvre encourage la répétition d'un regard masculin. Lorsque le cinéma se contente de reproduire ce point de vue, le film entraîne principalement le maintien des normes sociales en place, y compris du point de vue des hommes, car sa généralisation entraîne sa neutralisation comme point de vue universel et sa sublimation dans un effort de transcendance intellectuelle. Le chemin que nous avons parcouru au cours de ces 10 dernières minutes, c'est celui que propose cet ouvrage. Une réflexion sur les formes filmiques et les représentations des personnes minorisées à travers une étude de l'œuvre de Koreeda Hirokazu.
Cela permet de questionner la dimension normative et prescriptive de ces représentations, ainsi que les façons dont le cinéma influe sur notre place et sur notre rôle dans la société. C'est en explorant les potentialités du médium filmique que ces films sont en mesure d'agir sur la réalité sociale de leur époque, en particulier grâce à la mise en place de points de vue alternatifs. Koreeda, au moyen d'un ensemble de dispositifs sémiotiques, visuels et sonores, favorise à travers son œuvre l'ouverture d'un espace intermédiaire entre le film et le public. Un espace propice à une réappropriation des questions sociales et à un réagencement de notre rapport au réel et à autrui, comme le ferait cette entité fondamentale de nos sociétés qui connaît de profondes mutations. Cela fait donc de Koreeda non seulement un grand réalisateur du cinéma japonais, mais aussi une figure majeure du cinéma mondial. Le film devient un espace structurant, une grande famille. L'ouvrage dont il était question aujourd'hui, La grande famille de Koreeda Hirokazu, est à retrouver en version papier sur le site d'ENS Éditions et dans toutes les bonnes librairies. Il est également disponible en version numérique sur la plateforme Open Edition Books. C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez. Au mixage et réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition.